Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Plusieurs questions à Remue Ménage ce dimanche. Benno Bokk Yakaar, la guerre des tranchées suite au dernier remaniement du gouvernement. Quelle lecture en faire à moins de 2 ans de l'élection présidentielle? Le FMI salue la croissance économique du Sénégal, mais alerte sur l'endettement du pays. Quelle analyse en faire? Comment comprendre la polémique qui entoure le franc CFA? Pour débattre de toutes ces questions, Remue Ménage reçoit ce dimanche le professeur Moustapha Kassé, économiste et membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques du Maroc, et El Hadj Ibrahima Sall, économiste, ancien ministre du Plan. Remue Ménage sur la RFM, dimanche, 10h-11h, avec Alassane Samba Diop. Dimanche 27 septembre 2017, bienvenue à tous. Avec nous, El Hadj Ibrahima Sall, ancien ministre du Plan, économiste, philosophe et aussi patron du parti Demain la République. Nous attendons d'un instant l'autre, le professeur Moustapha Kassé, économiste aussi agrégé en économie, qu'on ne présente plus. Alors, l'actualité a été très chargée pendant cette semaine. El Hadj Ibrahima Sall, on a entendu au niveau du parti au pouvoir, surtout de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, des guerres, la guerre des tranchées qui est déclenchée. Les gens du pays ne sont pas contents par rapport à la répartition des postes ministériels. Au niveau aussi des partis socialistes, on entend des velléités avec Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste, et Maître Moussa, j'ai oublié le nom, Maître Moussa, l'adjoint d'Abdoulaye Wilane, aussi, qui a aussi fait une sortie aussi pour dire que le Parti socialiste n'est pas très bien servi au sein du nouveau gouvernement. Cela à moins d'1 an de la présidentielle. Quelle lecture peut-on faire de cela? Alors bonjour Alassane. Alassane, je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs, les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous écoutent, et en profiter pour présenter mes condoléances à la famille de l'imam Serigne Abdoul Aziz Sy Al Khalif, et que la terre lui est légère. Bien sûr que ces condoléances s'adressent à toute la communauté, non seulement islamique, mais non islamique, incluant les chrétiens, les protestants, parce que tout simplement, c'est comme ça que notre pays est fait. Il est fait dans l'unité et dans la diversité. Alors, pour la question qui est posée, moi, c'est d'abord un regret que je voudrais exprimer. Je regrette aujourd'hui que le débat au sein de la coalition qui dirige le Sénégal aujourd'hui soit réduit à un débat de partage de postes et de privilèges. Et je pense que ça en dit long sur la maladie de notre démocratie et la maladie de notre pays. J'aurais souhaité ou juste souhaité que les discussions partagent sur des questions relatives à la ligne, à la direction dans laquelle il faut engager le pays, et peut-être avoir une lecture sur les différences de vision à partir de la constitution du gouvernement. Mais par exemple, j'aurais compris que le PIT ou le PS ou telle formation politique s'insurge pour dire qu'il y a trop de ministres ou pas assez. Ça, c'est un débat de fond. Mais j'ai pas assez de privilèges, j'ai pas assez de portefeuille. Moi, je trouve ça triste et c'est contre ça que je me bats et c'est contre ça que nous avons créé. C'est pour ça que nous avons créé Demain la République, pour dire qu'il faut faire autrement et procéder autrement. Donc, ces querelles au sein de ménage, ces querelles de partage, de part de gâteau, certainement, je pense que c'est des frissons et que fondamentalement, ça ne va pas remettre en question mais l'alliance autour du président de la République.
parce que tout simplement, c'est une alliance qui est fondée sur des intérêts. On vient de le prouver. Et tant que les intérêts sont sauvegardés, rien ne se passera et les intérêts seront sauvegardés parce que les chefs de ces troupes seront bien traités et que rien ne se passera. Donc je pense que c'est de simples gesticulations. C'est de simples gesticulations à l'intérieur des ménages. Comme disait un poète allemand, Hölderlin, il appelait ça des querelles de ménage et il se disait que la réconciliation est au cœur du combat et que donc, mais c'est des frissons, mais rien d'important ne se passe. Vous ne pensez pas, comme certains, que les négociations dites secrètes entre le Parti démocratique sénégalais et le parti au pouvoir avec l'APR, la coalition, n'est pas le soubassement de ces frustrations qu'on peut assister aujourd'hui à une recomposition politique avec l'entrée du PDS au pouvoir? Non, je pense que le PDS ne rentrera pas au pouvoir. Je pense, enfin, je pense, parce que tout simplement, ça n'a pas été... ça, c'est mon opinion personnelle. Pourquoi je le pense? Parce que je pense qu'il y a une radicalisation des pôles. Et deuxièmement, le PDS ne va pas faire une opposition pendant 6 ans pour se retrouver à la 7e année pour retrouver un gouvernement qui est dans sa dernière année de mandat. Je pense que c'est pas logique. Ils garderont leur parti pour constituer un pôle alternatif au changement si jamais les Sénégalais souhaitaient changer la majorité et le président de la République. Professeur Kassé, merci de nous rejoindre sur le plateau de la TFM. Je vous laisse le temps de respirer un peu par les escaliers. C'est pas évident. Ah oui. Ouais. Pour des gens comme Ibrahima, ça doit être... Ouais. Ça doit être leur quotidien. Absolument. Mais là, par rapport à cette situation politique aujourd'hui qu'on voit, les bisbilles entre la coalition, vous l'analysez comment? Oui. Je vous laisse respirer, professeur. Voilà. Ibrahima. Mais alors, oui, justement, mais le temps qu'il respire, je voudrais vraiment rendre hommage au professeur Kassé pour 2 raisons. Je voudrais lui rendre hommage, et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec lui, pour 2 raisons principalement. Parce que premièrement, c'est un homme qui a beaucoup donné à notre pays. C'est un homme de valeur et je pense que nous devons lui reconnaître ça aujourd'hui. La deuxième chose, c'est d'un côté purement intellectuel. Je pense qu'il fait partie de la dernière génération d'économistes qui ont pris le temps de s'asseoir et d'apprendre l'économie sérieusement. Aujourd'hui, on peut être professeur agrégé, avoir tous les titres de faculté et ne jamais avoir lu un auteur dans le texte. Parce que tout simplement, l'économie a changé de visage et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait de l'économie de moins en moins dans le cadre d'un savoir sûr et de plus en plus dans des chemins tortueux. Et donc, je pense que cette tradition qui a été sauvegardée dans l'enseignement de l'économie a commencé un peu à s'éclipser avec notre génération. Et malheureusement, en dessous de nous, on peut être économiste sans jamais avoir fait de l'économie. Et donc, je voudrais lui rendre un hommage. Ceci étant, personne n'est parfait. Il porte le nom qu'il porte. Et je pense qu'il a été un peu alourdi par son petit déjeuner. Et que c'est plutôt ça le problème. Ça nous permet, on est en plein dans l'économie, ça nous permet d'aborder rapidement le deuxième point de notre débat. Oui, professeur. Alourdi alourdi peut-être par le petit déjeuner, mais enfin, surtout par l'âge. Alors, c'est vrai, mais qu'est-ce que je vous avais dit de Ibrahima, vous vous rappelez? Vous avez dit que c'est peut-être un de nos fleurons intellectuels qui effectivement présente en quelque sorte des formes d'analyse qui sont extrêmement originales et qui se met effectivement chaque fois à la tâche. Malheureusement, je pense que tout ce qui se passe dans notre pays, nous les élus, nous sommes en partie ou en grande partie responsables. Même ce qui vous êtes responsable de la situation politique aujourd'hui, des tiraillements? Oui, des tiraillements et tout ça. Parce que la plupart du temps, nous n'avons pas suffisamment alerté les uns et les autres sur précisément la situation telle qu'elle se présente. À telle enseigne que, bon, évidemment, les politiques sont les politiques. On ne peut pas être politique et effectivement être dans les idées. C'est en fait ceux qui formulent les idées doivent précisément aider les politiciens à avoir en fait des visions plus larges. Ceci étant, je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans ces consensus-là, nous avons été les premiers à demander le consensus national dans des situations où ce n'était pas très très évident. Vous vous rappelez, en 1983, quand le Parti socialiste était dans grande difficulté,
le Club Nation et Développement, avait dit, maintenant, la seule manière de nous en sortir, c'était d'appeler au consensus national. Nous n'étions pas nombreux à y croire. Il y avait peut-être Djiboka et moi, que son âme repose en paix. Et le bureau politique était loin de penser à cela. Nous avions convoqué une très grande conférence et on a failli l'interdire parce que la place de l'indépendance était pleine de monde. Alors, les gens pensaient que de toute manière, les organisations de gauche allaient effectivement perturber, etc. Mais le consensus reste précisément un élément important dans notre paysage politique. Mais alors, il faut l'analyser en partant de la crise des partis. Quand je vois tout ce qui s'écrit dedans, vous avez un peu l'intention de sauter au ciel. On dit il faut interdire aux gens de ne pas faire des partis, il faut refuser. En ce moment, c'est une entorse à la démocratie. On ne peut pas le faire. Constitution. La Constitution ne le permet pas. Notre régime politique, en fait, c'est un régime de parti. On a tendance à l'oublier. Si c'est un régime de parti, les partis doivent effectivement exister. Mais alors, j'ai écrit un article très dur. Mes amis me l'ont reproché. Djibo, avant sa mort, était venu à la maison et il m'a dit non. Macky Sall n'est pas responsable, dis-moi, n'est pas dans la non-rupture du faute de la sérénité des forces avec lesquelles il compose. Je lui dis, mais si nous regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui, nous avons quoi? Un parti socialiste fortement diminué qui n'a éclaté en 1000 morceaux. Depuis 2000, je prends à témoin Ibrahima. Tout à fait. Il a été le principal rédacteur du projet de 2000. Moi, j'avais rédigé la profession de foi. Et avant ça, nous avions attiré l'attention des politiques en leur disant il y a une période de mutation. On nous avait dit c'est très bien, faites rapidement un livre. Nous nous sommes réunis, lui et moi, et Salou Mbaye et Fils, pour faire ce livre-là, en pleine campagne électorale. Personne n'a daigné dire voilà ce que nos intellectuels ont fait comme travail pour apprécier la situation, pour que nous puissions nous en sortir. Donc, le Parti socialiste est dans cet état-là. L'AFD, l'AFP plutôt, est dans la même situation. Les partis marxisants, n'est-ce pas, n'ont plus de repères. Depuis qu'ils ont perdu précisément l'Union soviétique, Moscou, oui. Alors ils se sont dit il faut s'adapter et puis de toute manière ne pratiquement plus lutter, on abandonne précisément la citadelle. Alors dans ces conditions-là, et l'APR qui est tout à fait une force nouvelle, qui en fait n'a pas cet ancrage, le PDS qui est à peine sorti des élections et confronté dans des situations de rendre compte. Alors, voyez ce paysage politique-là. En réalité, tout ce qu'on peut faire comme consensus ne peut être que fragile. C'est ce qui conduit aujourd'hui à cette guerre de tranchées, à ces problématiques de chercher des postes. Mais oui, mais parce qu'en fait, le consensus est conçu comme ça. Nous avions dit le consensus doit être quoi? Une entente programmatique autour de laquelle les partis s'entendent. Mais au-delà de l'entente, chacun va gérer effectivement son parti. Mais maintenant, la crise des partis, c'est quoi? Il n'y a plus de réunion dans les partis. Il n'y a plus de démocratie interne. On a presque des partis staliniens. Il y a en fait soi-disant le bureau politique qui pense pour tout le monde, et ensuite une personne pense pour le bureau politique et décide. C'est comme ça que ça marche. Et vous n'avez pas de réunion, vous n'avez pas une localisation ou en tout cas un maillage territorial, n'est-ce pas? Or, finalement, qu'est-ce qui va faire la force du parti, en définitive? Et ensuite, on se refuse à aller aux élections. On est dans un ensemble, n'est-ce pas, où on se dispute les postes, mais en réalité, le parti n'est pas sanctionné
par effectivement d'abord la recherche de militants, ou alors, à défaut de recherche des militants, au moins d'être sanctionné par le suffrage universel, comme nous sommes en démocratie. Voyez un peu, c'est tout cela qui conduit, en fait, au cri des uns et des autres. Nous n'avons pas beaucoup gagné dans l'entente, nous n'avons pas beaucoup de ministres, nous n'avons pas beaucoup... Tout comme... En définitive, ça signifie quoi? Qu'on s'est réunis pour avoir ministre, directeur de ceci, etc. Alors que, où sont les programmes? Où sont les programmes? Où sont les visions? Où en est le débat démocratique? Où les partis doivent effectivement être, en quelque sorte, un des éléments dynamiseurs de... Où sont les cercles de réflexion? Je dis, il y a longtemps qu'on ne pense plus aux intellectuels. Heureusement, les gens se disent heureusement, nous, on ne nous sollicite pas. Donc nous démissionnons carrément. Oui. Il y a une démission de fait des intellectuels. Mais c'est dans ce contexte aujourd'hui que le FMI est venu au Sénégal en faisant sa revue, en disant que le taux de croissance est encore de 6% et qu'il s'inquiète un peu de la dette du Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut dire, on peut analyser par rapport à ces sorties du FMI qui constatent des croissances, qui s'inquiètent des dettes? Je voudrais dire d'abord, c'est que c'est des consultations qui sont périodiques et que l'on appelle des consultations au titre de l'article 4. Parce que ça figure dans les statuts du FMI à l'article 4. Et que donc les pays qui sont sous supervision du FMI, les autorités pour discuter, mais de l'économie de façon générale. Et quand je dis de la bonne tenue, il s'agit tout simplement de quelques gros indicateurs macroéconomiques. Ce n'est pas toute l'économie ni des aspects particuliers. Et à chaque fois, les conclusions sont à peu près identiques. Parce qu'un pays qui est sous surveillance, parce qu'il est sous surveillance, il va se tenir correctement. Et donc, à chaque fois, il y a un satisfecit qui est délivré, plus 1 ou 2 points sur lesquels on attire l'attention du gouvernement. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut situer le passage du FMI. Alors, sur la dette, parlons-en. C'est vrai que notre pays a lancé beaucoup d'émissions, d'obligations, souvent pour des raisons, pour gérer des cycles de trésorerie, parfois pour rentrer dans des investissements importants, mais comme le rebond. Et vous avez vu les nombreux projets Ila Touba, vous avez vu les projets de terre, des choses comme ça. Et donc, il y a eu des investissements qui ont été faits, et tout ça sur fond d'endettement. Mais surtout, le plus important, c'est que nous avons décidé de financer 35% du PSE sur des partenariats privés-publics. Et les partenariats privés-publics sont des engagements conditionnels. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si on était une entreprise, on aurait eu normalement un redressement des auditeurs qui nous auraient dit tous vos engagements hors bilan, d'aval, de cautionnement, d'engagement qui peuvent à tout moment être réalisés, mettez-les en banc de bilan pour qu'on puisse les regarder. Malheureusement, la comptabilité publique ne marche pas comme ça, même s'il y a une loi de l'UMOA qui demande une transposition. On est loin d'être là. Peut-être dans 5 ans, on verra tous ces aspects-là. Donc aujourd'hui, il y a des risques potentiels qui sont derrière les chiffres officiels et sur lesquels, à mon avis, au moins, le FMI a eu raison d'attirer l'attention du gouvernement. Professeur Kassé, est-ce que ces dettes sont utiles aux populations? Je parle peut-être de ces gens qui sont à Linguère, qui sont peut-être dans des localités, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à amener les enfants à l'école, qui n'ont pas accès à l'électricité. Est-ce que ces dettes que l'on prend au nom du Sénégal sont utiles aux Sénégalais? Oui, merci bien. Moi, je partage parfaitement ce qu'a dit Ibrahima. J'y ajoute deux ou trois petites choses qui ont toujours été pour moi mes engagements personnels. La dette, je ne l'effraie pas quand elle est bien utilisée. Donc, nous ne sommes pas dans des cotes, si vous voulez, de grande alerte. Ibrahima a souligné un certain nombre de projets qui sont financés sur la base d'un endettement. Premièrement. Deuxièmement, c'est que je reprends Ibrahima là. En fait, si nous regardons le volume global des investissements, nous nous rendons compte que la partie qui devait intervenir pour 61,70% des investissements, c'est-à-dire le secteur privé, n'est pas intervenu comme on l'aurait souhaité. Pourquoi? Pour diverses raisons. Le secteur privé, il y a plusieurs composantes dedans.
Il y a des composantes qui, effectivement, peut-être ne sont pas très dynamiques, ou en tout cas, n'ont pas l'opportunité, en quelque sorte, de rentrer précisément dans ce qu'on appelle justement les investissements structurants. Récemment, le secteur privé sénégalais a dénoncé le fait qu'il ne soit pas associé aux grands projets de Mais l'État. bien sûr, c'est une des lacunes. C'est une des lacunes, entre autres. Mais est-ce qu'ils ont les moyens aussi? Entre autres, mais les moyens, ça vient. Parce que de toute manière, l'argent ne manque pas de par le monde. D'autant plus que nous sommes dans un système mondialement libéralisé. Donc si vous avez besoin de moyens, sur la base d'investissements absolument bien ficelés, vous trouverez toujours les ressources. Mais je dis, même les ressources internes, on ne les mobilise pas. Moi, j'ai essayé sur la base de l'épargne interne. De l'épargne interne, mais juste de la revue Forbes Afrique, qui a publié les 5 milliardaires. J'ai essayé, je me suis demandé, mais au fond, qui sont les milliardaires? Quand j'ai fait mon tour de piste, je me suis retrouvé avec ceci. Il y a au moins plus de 6 000 milliards de dollars qui sont inutilisés productivement. J'en ai la preuve. Et tout en mettant de côté... Ce sont des milliardaires sénégalais ou africains? Les Sénégalais. Les Sénégalais. Qui ont des milliards qui ne peuvent pas les investir. Qui sont inutilisés, ou en tout cas qui sont investis pas dans le cadre du programme. Peut-être que n'ont-ils pas été mobilisés, ne l'ont pas. Est-ce qu'ils ont eu les opportunités d'investir au bon endroit pour gagner de l'argent, etc., etc. Il y a plusieurs questions auxquelles d'ailleurs j'essaie de répondre dans un ouvrage qui va paraître bientôt sur le secteur privé. Ça, je crois que c'est une des lacunes. Est-ce que l'État du Sénégal s'intéresse à ces gens-là pour leur donner des opportunités? Oui, un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous avez, si vous prenez aujourd'hui les systèmes, ou en tout cas les institutions de motivation et de mobilisation du secteur, c'est tellement dispersé. Il y a une agence d'évaluation qui, effectivement, aboutit à peu près à l'inefficacité. Prenez le cas des PME. J'ai recensé au moins des missions qui sont attribuées à plusieurs institutions, à telle enseigne que, de toute manière, il y a l'inefficacité au départ. Même si, par moment, les orientations sont extrêmement très généreuses, mais justement, cette dispersion fait problème. Deuxièmement, et ça c'est le plus important, nous avons ce qui arrive au secteur privé, c'est ce qui arrive aux partis politiques, extrêmement dispersés, en train de se battre précisément au simple niveau de l'économie de rente. Tous les jours, il naît une organisation patronale. Absolument. À partir de ce moment, vous n'avez pas une cohérence, une seule organisation forte et unifiée qui défend principalement les intérêts du secteur privé. Mais alors ça n'existe pas. Je dis ça aussi, il faut peut-être qu'on prenne en considération tous ces éléments pour comprendre pourquoi précisément ils n'investissent pas. Et il y a maintenant l'État. L'État ne joue peut-être pas trop son rôle de bien accompagner le crédit. Parce que le crédit, c'est le centre de l'économie. Si vous n'avez pas un système bancaire capable de fournir les ressources dont les prévus ont besoin, évidemment, ça les bloque. À telle enseigne que l'État et la Banque centrale devaient s'entendre précisément pour faire en sorte que, de toute manière, les crédits qui sont octroyés à l'économie ne soient pas des crédits courts. Ibrahim reconnaîtra que les crédits courts sont les plus rentables. Le banquier n'est pas un samaritain. S'il gagne de l'argent sur des crédits courts, il ne fera que des crédits courts. Or, ce problème-là, c'est l'État et la Banque centrale qui peuvent le résoudre ensemble. Et les solutions techniques existent. Donc, vous voyez un peu, voilà ce qui fait d'ailleurs qu'en définitive, le secteur privé, qu'on a beaucoup attendu en termes d'investissement, finalement, c'est l'État qui fait l'essentiel. Alors, ça fait en définitive que la croissance ne peut pas être soutenable tant que ce n'est pas porté par les acteurs internes. Et vraiment, cette situation intervient au moment où l'Institut Montaigne en France dit que les Français doivent reprendre pied en Afrique parce qu'ils sont aujourd'hui combattus par les Chinois qui prennent beaucoup de parts de marché. C'était clair. L'Institut Montaigne demande à ce que les entreprises françaises reprennent des parts de marché au Sénégal. Souvent, dans une situation où les entreprises sénégalaises n'arrivent pas à s'en sortir, autant dire que ça va continuer encore. Oui, ce que je voudrais dire sur ce point-là, bon, bien sûr, bien évidemment que je partage entièrement les analyses du professeur Kassé. Ce que je voudrais rajouter, c'est tout simplement dire les points suivants. C'est que première chose,
je pense qu'il faut mettre le Sénégal d'abord. Quand je dis le Sénégal d'abord, ça veut dire le Sénégal avant les intérêts claniques particuliers des uns des autres. Sénégal first. Ouais. Comme dit Trump. Absolument. Et la deuxième chose, le Sénégal d'abord, moi, dites le Sénégal, disons ça dans notre langue. Dites le Sénégal, c'est aussi faire passer les intérêts des Sénégalais et des nationaux avant les intérêts des entreprises étrangères. Et ça, il faudrait que ce soit un tout cohérent, jusque dans les marchés publics. On ne peut pas concevoir aujourd'hui prendre nos milliards et les donner à des entreprises multinationales sans qu'il y ait aucune retombée, ni pour l'emploi, ni pour les entreprises, ainsi de suite. Je vais même dire pire, pendant ce temps-là, les PME sénégalaises ont toutes les difficultés quand elles travaillent pour se faire rembourser à temps. Vous avez un endettement quand ils travaillent avec, par exemple, certains organismes de l'État. Ils ont du mal à se faire payer à temps et ils sont obligés de se transformer en pourvoyeurs de besoins en fonds de roulement mais pour l'État. Donc, mais ceci est extrêmement grave. Moi, je suis très bien placé. Personnellement, j'ai été à la tête d'une PME où j'ai été obligé de licencier 150 pères de famille parce que tout simplement, il y avait des problèmes de paiement avec l'institution, mais qui était l'État de façon générale. Donc ça pose un problème très sérieux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus de considération pour le secteur privé sénégalais. Il faut plus de considération pour les entrepreneurs sénégalais. Il faut que les entrepreneurs sénégalais soient de l'avant et qu'on modifie nos codes et qu'on modifie nos procédures de passation des marchés pour permettre à ce que le développement du Sénégal profite déjà aux Sénégalais. Sinon, on va faire des PNB, on va faire des croissances à n'en plus finir. Et que quand vous regardez l'écart entre le produit intérieur brut et le revenu national brut, vous verrez qu'il y a une grande différence parce que tout simplement les profits sont exportés ailleurs, parce que ceux qui les gagnent ne sont pas ici et ne les consomment pas ici. Donc ça c'est un autre problème encore qui me paraît important. Donc il est urgent tout simplement que le patronat s'organise. Maintenant, sur ce que vient de dire le professeur Kassé, c'est très important. Premièrement, une volonté politique. Deuxièmement, une économie de confiance pour que nos PME, pour que le secteur privé se développe. Mais troisième chose, il faut mettre fin à l'économie du parasitisme. Ce que j'appelle l'économie du parasitisme, c'est l'économie où ceux qui ne produisent pas sont 95% ou prennent 95% des ressources et ceux qui produisent se contentent de 5%. Et c'est malheureusement le cas. Lorsque vous voyez aujourd'hui comment l'accumulation se passe dans notre pays, c'est ceux qui sont en dehors des circuits de production qui sont ceux qui en profitent le plus. Quand vous regardez les belles voitures, quand vous voyez les belles villas, quand vous voyez tout ça, ça pose un problème de fond. Il faudrait que ceux qui travaillent soient les premiers à en bénéficier. Et donc, le parasitisme, il a non seulement gangréné toute la société, mais même les organisations qui étaient destinées à produire sont dans la même logique. C'est ce qu'il explique en disant que tous les jours, il y a des organisations qui se créent parce que tout simplement, même pour le secteur privé, vous allez trouver des organisations qui sont là tout simplement pour la rente. Et ça, c'est un problème d'incitation et de système d'incitation. Et c'est le problème fondamental de notre économie. L'économie sénégalaise a des problèmes d'incitation. Parce qu'on ne sait pas récompenser ceux qui travaillent et on ne sait pas punir ceux qui ne travaillent pas assez. Et dans cette, professeur, dans cette polémique aujourd'hui avec le franc CFA, qui est aujourd'hui devenu pratiquement un gros problème. Moi, je voudrais souligner une petite chose que tu as dû dire sur le rapport Montaigne. Regardez les décideurs français. Le rapport Montaigne, l'Institut Montaigne, c'est effectivement Macron. C'est Macron, bien sûr. C'est Macron. C'est-à-dire que vous avez au niveau des grands décideurs des laboratoires d'idées qui travaillent pour le président, qui anticipent, etc., qui disent à un moment, ce rapport-là, par exemple, qui dit à un moment, si l'Afrique est en train de partir, mais la France stagne. Il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne précisément dans le jeu. Surtout que ce sont les pays émergents qui ont pris la place. Alors, on comprend d'ailleurs. Ça, c'est des gens qui réfléchissent. Un rapport très simple, mais alors extrêmement dense du point de vue du décideur. Alors, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Le décideur ne peut pas effectivement être soucieux de son renouvellement politique et en même temps pouvoir porter une vision longue. Il faudrait précisément qu'il y ait ces think tanks,
ces laboratoires d'idées qui l'aident. Ensuite, je termine pour mieux confirmer encore ce que Ibrahima a dit sur la dette intérieure. La dette intérieure, on devait précisément dire, cette dette intérieure concerne d'abord précisément notre secteur privé. Il devait y avoir, si vous voulez, une priorité de remboursement à cette dette parce qu'on paralyse en définitive les PME que nous avons. Et les TPE. Et les TPE, les toutes petites entreprises. Mais finalement, en ne payant pas la dette, on asphyxie en quelque sorte des pans entiers de l'économie nationale. Et enfin, moi j'ai des idées très claires. On peut, ce parasitisme, on peut précisément lutter contre. Mais a-t-on la volonté politique de le faire? On peut trouver les éléments techniques. Les éléments techniques, c'est quoi? Il faut qu'on réfléchisse sur notre modèle de consommation. Oui, absolument. Ça, voilà un problème très important. Depuis que le Sénégal, nous traînons effectivement une balance commerciale déficitaire. Si vous regardez dans le fond de la balance commerciale, vous trouvez ce que Ibrahim a dit, les biens de luxe, les importations, etc. On a même sacrifié des secteurs qui pouvaient marcher, n'est-ce pas, pour précisément l'extérieur. À telle enseigne que finalement, nous avons une économie qui travaille pour l'extérieur. Mais justement, dans ce contexte, professeur, le franc CFA, la polémique qui existe aussi, les souverainistes qui disent qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte du franc CFA. D'autres ont des arguments qui disent qu'il faut faire très attention, il faut sortir, mais intelligemment. Non, vous savez, le problème n'est pas le franc CFA. C'est nous, le problème c'est nous. Le problème, c'est notre système économique. C'est quoi le problème, c'est qu'il faut qu'on ait effectivement des politiques sectorielles absolument performantes, qu'on ait une agriculture qui marche et qui puisse nous nourrir, qu'on ait effectivement un système industriel absolument approprié et adéquat, qu'on investisse dans le secteur justement de l'intelligence économique, etc., etc. C'est à ce niveau que les problèmes se posent. Mais je ne vois pas le franc CFA bloquer toutes ces initiatives. Le franc CFA ne vous empêche pas effectivement d'avoir la possibilité d'avoir une bonne politique agricole. Ça ne vous l'empêche pas. Ça ne vous empêche pas d'avoir une politique industrielle. Si vous avez la volonté de le faire, je dis à partir de ce moment, vous pouvez effectivement le faire. Mais alors, moi je veux bien. Chaque fois que ces gens-là m'ont invité, je leur ai posé un certain nombre de questions. La première, comment on fait? Vous voulez qu'on en sorte? Comment on fait? Moi, j'ai lu des milliers de livres, des milliers d'articles sur la jeune franc. Moi-même, j'ai révisé quelque part ma propre opinion en regardant un peu plus. En 2001, j'ai réuni à Ouagadougou presque 300 chercheurs sur l'avenir de la jeune franc en 2001. Et nous avons publié un bouquin aux éditions Kartala, avec Ben Amouda. Il y avait 300 chercheurs, il y avait une bonne délégation du Fonds monétaire international, une très bonne délégation de la Banque mondiale. C'était quoi la conclusion? Sortir ou pas sortir? La conclusion, c'était effectivement qu'il faut faire des réformes adaptatives. Parce que les avantages que la jeune franc a devraient pouvoir permettre, si nous avons de bonnes politiques économiques, de les porter. Prenez par exemple Ibrahim, qui est un garçon très compétent. Si vous lui confiez le ministre du Plan, qui est une coquille creuse, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Rien. Qu'est-ce que vous allez lui dire de manipuler de la monnaie, de faire de la politique monétaire? Il ne peut pas le faire. Il n'a aucun instrument d'action. D'abord, il n'a pas une conviction politique consistant à dire la planification, c'est effectivement une vision à long terme. Ce que nous devons faire dans les 50 ans. Les Chinois ont déjà, en 1980, élaboré le plan pour 2050. Ils se sont donné des capacités de calcul qui sont les meilleures au monde, meilleures que les États-Unis. Ce qui leur permet effectivement de pouvoir sectionner à peu près tous les objectifs et de dire voilà ce que nous allons faire, etc. Ils se disent, mais dans 20 ans, en 2020, nous rattraperons les États-Unis. Mais ils sont sur la voie. Ils sont sur la voie. Ça maintenant, quand on dit oui, mais les Chinois manipulent la monnaie, mais ils se sont donné d'abord une économie compétitive. Ça c'est la première base. Donnez-vous une économie compétitive.
dans un processus planifié qui implique à peu près l'ensemble des acteurs de l'économie. Vous prenez par exemple notre secteur privé, ce que Ibrahim a dit tout à l'heure, vous pouvez multiplier ça par 1000, par 5000. Le secteur étatique qu'on aurait pu améliorer et permettre effectivement aux entrepreneurs nationaux de s'y investir pour créer des champions nationaux, mais on l'a pas fait. On a dit démanteler, on s'est précipité à effectivement tout démanteler. Je dis à partir de ce moment, vous ne pouvez pas effectivement, la monnaie ne peut pas vous sauver d'une situation comme celle-là. Ibrahim, qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir du franc CFA, y rester, comment y sortir? Bon, alors, et quel est le système qu'il faut mettre en place? Moi, je voudrais déjà aller dans le sens du professeur pour confirmer une chose, que c'est les bonnes politiques qui font le développement. Et dans les bonnes politiques, bien sûr, il y a beaucoup de choses en plus de la monnaie. C'est vrai que la monnaie est centrale parce qu'elle permet d'échanger tout bien avec tout le reste. Et deuxièmement, comme le disait Moss, le fait monétaire est un fait mais social total. Il est politique, donc la monnaie est au cœur de tout. Donc, je pense que ça, c'est un point important. Il est important que nous ayons des bonnes politiques. Et pour illustrer ce que le professeur Kassé dit, moi, je me suis posé une question simple. En tant que mes planificateurs, en tant que prospectiviste, je me suis dit, quand est-ce qu'on a mené dans ce pays une politique sectorielle qui est précédée par une prospective sectorielle? Jamais. Comment vous pouvez aujourd'hui mener une politique de santé si vous ne réfléchissez pas dans les 25 prochaines années, 50 prochaines années, mais sur les maladies émergentes? Aujourd'hui, on connaît tous, les AVC sont en train de faire des ravages partout dans le pays. Nous ne sommes pas organisés. Et pourtant, aujourd'hui, sur la pratique sportive, on aurait pu avoir un volet santé. Sur les pathologies découlant du comportement, on aurait pu effectivement avoir sur notre plateau médical mais des unités neurovasculaires et tout ça. Mais quand vous avez un AVC, vous n'avez même pas de thrombolyse. Aujourd'hui, on vous abandonne à vous-même, vous avez un neurologue qui passe de temps en temps qui vous voit. Donc c'est une impuissance totale parce que tout simplement, c'est pas procédé d'une prospective. Donc ça, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine de l'énergie, si on veut avoir une politique de l'énergie, il faut avoir une prospective sur l'énergie, voir la manière dont les gens vont bouger dans 20 ans, les formes de mobilité, les formes, ainsi de suite. Donc, mais tout cela montre que nous avons un gros problème sur la question des politiques sectorielles. Bon, le CFA maintenant, mais parlons-en. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce débat, mais c'est un débat qui demande bien sûr beaucoup plus de temps. Et on ne peut pas l'épuiser dans un remue-ménage, mais on va essayer de l'aborder. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est que, décrocher une monnaie, ou modifier des engagements monétaires, ou modifier un régime d'échange, ou abandonner une monnaie, ou sortir d'une zone monétaire, tout ça, c'est des choses complètement différentes. Et dans le débat, j'ai l'impression que dans la précipitation, on confond tous ces aspects-là. Aujourd'hui, ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que il implique beaucoup de choses. Il y a la question de la banque centrale et des banquiers centrales qui sont au centre du dispositif. Quel type de banque centrale on va avoir, qu'est-ce qu'elle doit faire et quel objectif devons-nous lui assigner. En janvier 2007, mais nous avons presque passé en catimini une loi pour rendre la banque centrale indépendante, alors que, de mon point de vue, il aurait fallu organiser un débat et de plus en plus, il faut qu'on sache que les questions monétaires sont trop importantes pour être laissées aux banquiers centrales. Tout comme la justice est trop importante pour être l'affaire des juges. Tout comme la médecine est trop importante pour être l'affaire des médecins. Donc, je pense, et même dans ce cadre-là, en Europe, ils sont en train, aujourd'hui, je connais un projet de démocratisation de la gouvernance de la zone euro qui est en train d'être pensé autour d'un groupe d'économistes autour de Piketty. Donc, vous voyez que ça, c'est des questions qui vont de plus en plus se poser et qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est que ce qu'il faut dire dans ce débat-là, il faut être très serein. C'est Balzac, monsieur le professeur Kassé. Je lisais Balzac, une grand-mère disait à un jeune, il faut que tu sois parfait. Et le jeune lui dit, pourquoi grand-mère? Il lui disait, parce que tu es pauvre. Et la grand-mère poursuit, quand on est pauvre, on ne vous pardonne pas des choses qu'on pardonne aux riches. C'est quoi, c'est dans je dis Grandet? Ça veut dire que non seulement nous, quand on sort de la zone franc, il faudra qu'on soit sur des normes internationales, mais il faudrait qu'on soit encore plus rigoureux que la BCE, ainsi de suite que les autres. Mais le professeur Or, aujourd'hui,
je ne vois pas d'autodiscipline dans notre zone, ni une intégrité qui permette aujourd'hui qu'on se mette dès demain matin sur cette table-là. Mais le professeur, nous ne sommes pas assez disciplinés. La production d'abord. Est-ce qu'on arrive à nourrir d'abord nos populations? Oui, mais tout ça, mais c'est des questions mais qui vont bien. Mais c'est sur les missions. Après, il y aura des missions. Si on dit à la Banque centrale, tu as des missions de croissance et que tu ne vas pas seulement maintenant te contenter, mais de t'aligner sur 2% de taux d'inflation de la BCE, mais les conséquences, bien sûr, sur le financement de l'économie et tout ça en découle. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour sortir du CFA, il nous faut être plus disciplinés que nous le sommes. Il nous faut être plus intègres que nous le sommes. L'autodiscipline, vous avez vu les passations de services dans les ministères ces derniers jours. Oui. Moi, j'ai fait ma passation de service, ça a duré 15 minutes. On était 3 personnes, aucun directeur de cabinet, 2 ministres et un IGE. Et aujourd'hui, vous avez des folklores, vous avez des distributeurs de billets, vous avez même des RICS qui font intervenir des GMI. Et vous avez des acteurs privés qui interpellent des ministres qui les menacent. Donc c'est pour dire que nous sommes dans quelque chose aujourd'hui qui est en quasi-déliquescence et qui ne va pas avec la gouvernance d'une zone monétaire qui est décrochée. Il nous faut être sérieux. Être sérieux, ça veut dire, mais commencer par réfléchir profondément sur les accords de coopération monétaire que nous avons. Deuxièmement, savoir qu'il y a une étape intermédiaire, c'est ou bien adopter un change mais flottant dans une bande de fluctuation pour que quand on bouge, on donne des signaux aux acteurs économiques et qu'ils soient informés de l'état de l'économie, ou bien alors introduire un panier de monnaie en introduisant mais le dollar, mais tout simplement ce qui permettrait d'avoir une monnaie qu'on va appeler le Sankara, mais qui va fluctuer, par exemple. Mais je pense que, et ça, même ça, il faudra en amont travailler avec tous les systèmes bancaires et tous les acteurs économiques et les habituer à la gestion des réserves de change et des risques de change. Et aujourd'hui, nous n'avons pas cette culture-là. Nous sommes habitués à un monde stable. Nous sommes habitués à un monde stable où il n'y a pas de risque de change à gérer et nous nous accrochons sur l'euro et tout marche bien. Mais le jour qu'on devra sortir, il va falloir qu'on règle toutes ces questions-là. En plus, même la Banque centrale, elle devra, dans cette hypothèse-là, se remettre au travail et à la formation. Il faut que ces dirigeants soient formés aux problèmes de ciblage, mais de l'inflation, mais parce qu'il y a des problèmes techniques absolument affreux dessus. Moi, j'ai eu, monsieur le professeur, mais comme professeur en économétrie, quelqu'un qui s'appelait Lavrans Klein, que vous connaissez très bien, mais qui est prix Nobel d'économie, et qui était mon prof, mais sur les questions de ciblage de taux d'inflation. Donc, c'est assez compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas vouloir divorcer sous prétexte qu'on veut divorcer, sans préparation, sortir à minuit avec un bébé sur le dos sans savoir où est-ce qu'on va dormir. Je pense qu'il faut être raisonnable. Un divorce, ça se prépare, même si un mariage, lui, peut s'improviser sur coup de foudre. Mais un divorce, ça se prépare et je pense que c'est une leçon de sagesse et de prudence que je voudrais lancer. Professeur, est-ce que ce divorce-là, il est aujourd'hui préparé, il est réfléchi, il est partagé? Mais merci bien. Moi, vous savez, je suis tout à fait d'accord. J'aurais pu résumer exactement ce que Ibrahim a dit par ceci. Nous devons effectivement avoir une analyse technique sur un problème extrêmement complexe, très très complexe. La monnaie peut être à la base de perturbations de toute votre économie. Absolument. Vous ne pouvez pas... Est-ce que par exemple la sortie du franc CFA peut imploser les prix dans nos pays? Je vais y arriver. On nous dit sortir du CFA. Moi j'ai lu l'ouvrage dirigé par Nana Kompogo. Non, c'est pas Maman, c'est Kouko Naboubko. Oui, avec Demba Moussa Dembélé. C'était mon étudiant. La servitude monétaire. C'est un garçon très intelligent, mais c'est pas le problème. Si vous lisez ce bouquin, il y a 2 choses qui vous frappent. La première chose, c'est effectivement, c'est très émotif. On veut être indépendant parce que, etc. La deuxième chose qui vous frappe, c'est plein d'idéologie. Or, la monnaie, comme a dit Ibrahim, la monnaie est un problème extrêmement technique. Vous dites, nous voulons changer de parité. La première chose d'abord, sortir comment? Parce que c'est une zone de solidarité. Il y a le Burkina, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. C'est des situations économiques qui sont fortement contrastées.
Alors, si vous en sortez, vous nous dites le Togo devra faire ceci, parce que tel est l'état du Togo aujourd'hui, l'état économique du Togo, quels sont les coûts de la sortie et quels sont les avantages qu'on peut en tirer pour l'économie nationale. Le Sénégal, la même chose. La Côte d'Ivoire, la même chose. Le travail n'est pas fait. On nous dit simplement 3 choses sur lesquelles, évidemment, je dis, il manque complètement de réflexion technique, comme Ibrahima l'a dit. On va dire, modifions les taux de change. Le taux de change. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinairement complexe la modification des taux de change. Quel taux de change il faut mettre? Même si vous prenez le simple taux de change fixe, vous pouvez avoir plusieurs gammes de taux de change fixe. Vous dites, ça va être flottant. Flottant dans quelle limite? Jusqu'à quelle limite? Quel est le taux plancher? Quel est le taux plafond? Et ensuite, comment vont se comporter les différentes monnaies nationales? Alors, vous ne réglez pas des problèmes comme ça. Mais je pense que c'est absolument essentiel. D'autant plus que vous avez tous en dehors de peut-être la Côte d'Ivoire, toutes les balances commerciales sont déficitaires. C'est-à-dire, en fait, vous avez une importation beaucoup plus importante, vous importez plus que vous n'exportez. En définitive, comme je disais, c'est une économie qui travaille pour l'extérieur. Mais ça, le franc CFA n'est pas responsable de ça. Ce sont nos politiques économiques qui sont responsables de pareilles situations. Le Sénégal a tout pour avoir une bonne agriculture. Tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui manque? Nous avons le paquet technologique, nous avons l'eau, nous avons la terre, on a tout. Qu'est-ce qui manque? Il y a la volonté politique de mettre en place, effectivement, si vous voulez, un schéma qui permet en quelque sorte d'arriver rapidement à l'autosuffisance alimentaire. C'est possible, c'est pas un rêve. Si nous avions effectivement une vision prospective mieux faite, on aurait pu dire à telle année, nous arriverons effectivement à ça. Bon, donc, vous voyez, les taux de change. Si vous voulez, le deuxième élément qu'ils agitent, les réserves. Mais les réserves, toutes les banques centrales ont des réserves. Les réserves ne peuvent pas être distribuées. Les réserves, ça sert à des fonctions techniques bien précises. N'est-ce pas? Absolument. Il faut d'abord couvrir la circulation monétaire. Absolument. Ça, c'est le problème le plus important. Quelle est la part de réserve qui couvre la circulation monétaire? Vous n'allez pas vous distribuer vos réserves et ensuite faire circuler une monnaie. Sur quelle base vous allez... C'est-à-dire que les réserves sont gérées par le Trésor français. Mais ça, donc, c'est les accords budgétaires, c'est pas des accords monétaires. Mais ça, oui, c'est l'article 67, mais ça peut se modifier. On peut modifier, on a modifié précisément, bien souvent, les taux. On peut dire peut-être le Trésor public doit améliorer le taux de rémunération de la partie des réserves qu'il utilise. Ça, c'est possible, c'est négociable. Il faut mettre ça sur la table. Mais alors, vous ne pouvez pas. On a l'impression qu'il y a là-bas 12 000 milliards qu'on peut faire venir et puis qu'on se distribue. J'ai dit, mais quels sont les scénarios de distribution? Comment vous allez le distribuer? Est-ce que vous allez dire, nous sommes tel État, vous allez avoir une partie, l'autre va avoir, etc. Alors moi, je me suis amusé à dire, mais si on faisait comme ils nous demandent de le faire, le Niger n'aurait zéro. En fait, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui prendraient la plus grande mise. La plus grande mise de la Côte d'Ivoire irait effectivement à financer des dettes antérieures. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'on oublie, il y a aussi une partie des réserves qui appartient précisément au secteur privé. C'est ce que la Banque centrale, précisément, prélève sur le matelas de devises de ce secteur-là. J'ai dit, personne n'a pensé précisément améliorer le niveau de rémunération de cette masse d'argent, etc. Je dis, donc, pour être bref, il faut qu'on arrive à être sérieux. Ce n'est pas des danseurs de reggae là qui vont venir demander à Ibrahima, évidemment, écoutez, c'est comme ça. Mais est-ce que la question de fond aujourd'hui, ce n'est pas une question de développement que ça pose? Même si j'adore Bob Marley, c'est autre chose. Parce que la question de fond, c'est pas ça. Que les Sénégalais, les Africains veulent sortir du sous-développement. Oui, mais la question de fond, la question de fond, elle porte aussi sur les réserves et la monnaie. Ça, c'est une question de fond. Et sur ce point-là, contrairement à ce que vous pensiez, vous redoutez l'inflation. Mais ce n'est pas l'hyperinflation qui est la menace. C'est la fuite des réserves qui est la menace. Et quand vous voyez ce qui s'est passé sur les marchés financiers, depuis 1929 d'ailleurs, et comment les crises monétaires surgissent,
vous vous rendez compte que des réserves de change, ça peut s'amenuiser d'un jour au lendemain. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Et ça, je reviendrai sur des faits d'histoire. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Ben Bernanke, mais qui a été le président de la Federal Reserve Bank. Mais j'ai eu la chance aussi, mais qu'il a été mon professeur à Wharton, à University of Pennsylvania. Et lui, il a fait une thèse sur les aspects non monétaires des crises. Ça veut dire les problèmes de confiance, parce que je crois que, ainsi de suite, tout le monde se met à retirer. Et il y a eu des choses extraordinaires. Et au moment où la crise des subprimes s'est produite, il s'est retrouvé, comme par hasard, président de la Federal Reserve Bank. Et c'est la raison pour laquelle, les premiers temps de crise, ils ont sorti le monde de la crise, parce que tout simplement, ils ont fait le choix de protéger les institutions financières et bancaires et de laisser les marchés s'écrouler, ce qui était un excellent choix. Parce que si tu ne le fais pas, c'est les déposants qui retirent leurs dépôts, c'est les banques qui tombent en faillite, et c'est des milliers et des milliers de chômeurs. Ça veut dire que la liberté, qui était la base de la revendication de la sortie de la monnaie, nous rattrape par la fenêtre, parce que tout simplement la dignité d'hommes et de femmes sera dans la rue parce qu'ils sont au chômage. Donc c'est l'effondrement économique, mais qui est la principale menace. Et quand vous voyez comment les crises de monétaire, de cash, de fuite de capitaux s'enchaînent et se produisent, vous verrez que, mais c'est des questions qui sont très complexes. Et je voudrais renvoyer à ce qui s'y intéresse, aux travaux de Hopsfield, mais qui était aussi à l'Université of Pennsylvania où j'étais. Lui, il a fait des travaux en 1996 à peu près. Et il y a eu Krugman qui a fait des travaux en 99. Mais ça, de 96 à 2000, ça a été des discussions constantes au niveau des économistes américains lors des congrès annuels sur les questions de comment se propagent les crises monétaires et comment les réserves de change peuvent s'épuiser. Oui, le temps que nous avons parti est malheureusement terminé. Merci au professeur Moustapha Kassé, économiste agrégé en économie. On ne le présente plus, vous le connaissez, le professeur Moustapha Kassé. Merci à Elhadji Ibrahima Sall, ancien ministre du Plan, économiste, philosophe. Merci à tous les auditeurs qui ont suivi la Radio Futur Média, et toutes nos excuses à nos auditeurs qui sont de Thiès, de la région de Thiès, parce que depuis quelque temps, nous n'avons pu honorer notre engagement vis-à-vis d'eux. À la technique, Vincent Diop, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.